Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains des échecs les plus notoires d'Hollywood avaient défié le temps pour devenir des trésors cultes? Des cimetières infestés de zombies aux gigantesques lézards, les années 1950 ont engendré certains des films les plus kitsch, embarrassants, mais irrésistiblement charmants jamais réalisés. Fait. Ce soir sur Golden Age Classics, accrochez-vous pour 14 pires films des années 50 que beaucoup de gens aiment encore. Plongeons dans ces trésors délicieusement épouvantables qui refusent de rester enterrés. Plan 9 from Outer Space, 1959. Quand les extraterrestres décident que la seule façon d'empêcher l'humanité de se détruire est de ressusciter les morts, plan 9, s'ensuit une parade clinquante de cadavres flottants, de soucoupes vacillantes et de dialogues si sincères qu'ils deviennent un camp hypnotique. Ed Wood Jr. a écrit, réalisé et produit ce projet passion avec un budget restreint, apparemment autour de 60 000 $, fouillant un cimetière local pour des tournages nocturnes en extérieur et s'appuyant sur des images d'archives de Bela Lugosi pour compléter le casting après sa mort prématurée. Le caméo spectral de Lugosi consiste en des gros plans aléatoires de cimetières montés dans des scènes qu'il n'a jamais réellement filmées. Gregory Walcott livre des monologues sincères sur des dispositifs de transplantation cardiaque universelle, une boîte en carton clignotante, entièrement inconscient du fait que ces zombies flottent à quelques pieds du sol ou disparaissent en plein milieu d'une prise. Les erreurs de continuité, les chaises qui bougent, les personnages qui apparaissent et disparaissent accentuent l'étrangeté irrésistible du film. Les soucoupes volantes bricolées de Wood vacillent contre des fonds de projection arrière. Les torches brillent dans la mauvaise direction. Même l'ardente supplication du scénario pour la paix mondiale semble en décalage avec sa réalisation chaotique. À sa sortie, les critiques l'ont qualifié de fatras incohérent, mais le public a vite découvert sa sincérité joyeuse. Les projections de minuit ont éclaté de rires et d'applaudissements. Théâtre 3000 a cimenté son héritage en se moquant affectueusement de chaque bévue, le transformant en porte-étendard du « si mauvais que c'est », brillant. Aujourd'hui, les cinéphiles célèbrent Plan 9, non pas pour sa prouesse technique, mais pour l'esprit créatif indéfectible de Wood, preuve que la passion, aussi brute soit-elle, peut éclipser le raffinement et trouver une communauté de fans dévoués à travers des décennies. Robot Monster, 1953. À première vue, Robot Monster ressemble à un cascadeur dans un costume de gorille avec un casque de plongée se traînant à travers un feuillage en lambeaux. Pourtant, d'une manière étrange, c'est un chef-d'œuvre de sincérité, folie. Le réalisateur Phil Tucker a tourné le tout pour environ 16 000 $, réutilisant les décors de Jungle Island de Universal et assemblant le costume de Roman avec du ruban adhésif et des articles à bas prix. Des pièces. George Nader joue le rôle de Jeff King, l'un des derniers survivants après une invasion extraterrestre, et Claudia Barber interprète sa fiancée, piégée dans un monde où la seule autre vie intelligente est le lourd Roman, lui-même. La représentation du robot par Wyatt Ordung, avec ses proclamations mélodramatiques de « toute vie sur Terre doit périr », oscille entre menace et accidentelle comédie. Les récits de production abondent. On dit que Tucker a payé l'équipe avec des coupons d'essence pour éviter les pénuries d'après-guerre et des chimpanzés errés sur le plateau pour compléter les autochtones. Jungle. Les soi-disant effets de rayons de la mort consistent en des éclats d'ampoules grossièrement superposés en post-production, tandis que la sous-intrigue romantique, le robot courtise la femme mortelle avec une seule rose, ajoute un élément involontaire, émotion. Les critiques ont d'abord déserté les cinéparcs en masse, consternés par la minceur du récit et la construction hétéroclite du film. Les visuels. Pourtant, les séances de Minuit Underground ont adopté sa sincérité. Dans les années 70, les conservateurs de films avaient redécouvert Robot Monster, célébrant son esprit fait maison et son charme unique. Les projections modernes se terminent souvent par des ovations debout, non pas pour un quelconque mérite technique, mais pour la conviction inébranlable du film. Une bizarrerie de film de créatures qui prouve que vous n'avez pas besoin de millions pour faire quelque chose d'inoubliable. The Conqueror, 1956. La légende d'Hollywood rencontre la tragédie de la guerre froide dans The Conqueror, où John Wayne échange ses revolvers contre une armure mongole, jouant Gengis Khan dans une épopée somptueuse financée par Howard Hughes. Avec un budget de plus de 6 millions de $, une somme astronomique au milieu des années 50, Hughes a choisi les déserts de Red Rock en Utah pour leur vue panoramique, sans savoir qu'ils étaient sous le vent des sites d'essais nucléaires. De nombreux membres du casting et de l'équipe, y compris Pedro Armendáriz et Agnes Moorehead, ont plus tard succombé au cancer, déclenchant des procès qui persistent encore à Hollywood. Légende. L'accent de Wayne oscille entre murmures rocailleux et traînantes stupéfactions, sa présence imposante à l'écran écrasant les tentes sous-dimensionnées et les bric-à-brac de cosplay qui mélangent fausse fourrure et textile bon marché. Susan Hayward.
La princesse Borty déambule dans des robes opulentes qui ressemblent à des trouvailles de friperie dépareillées. Howard Hughes a insisté sur le film en couleur pour capturer l'éclat du désert. Pourtant, le résultat ressemble plus à une peinture surréaliste qu'à un film d'époque. Les critiques ont fustigé ces inexactitudes historiques, qui attribuent à un cow-boy texan le rôle de père de Mongol, horde, et ont critiqué ses dialogues plats. Mais les analystes modernes trouvent une poésie tragique dans ses conséquences imprévues. The Conqueror survit moins comme un récit épique, et plus comme une mise en garde, note de bas de page, un rappel que l'ambition démesurée et les dangers réels peuvent ternir même les projets les plus grandioses. Aujourd'hui, il est étudié dans les écoles de cinéma, autant pour ses erreurs de production que pour son spectacle à l'écran, un monument poignant au pari risqué d'Hollywood. Glenn ou Glenda, 1953. Glenn or Glenda brise les tabous du milieu du siècle, abordant l'identité de genre avec une sincérité rarement vue dans le cinéma grand public. Ed Wood Jr. a écrit, réalisé et joué le rôle de Glenn Glenda, intégrant ses propres luttes dans un récit fragmenté qui oscille entre des vignettes oniriques et des apartés moralisateurs. Avec un budget inférieur à 20 000 $, Wood a tourné sur des décors recyclés de nightclub, ses scènes d'angora dévoilant des câbles visibles et un éclairage hasardeux qui fait entrer les lampes de scène dans le cadre. Pourtant, ces imperfections amplifient l'émotion brute du film. Le désir de Glenn pour le maquillage et les robes se déploie sur des décors de cabaret louche, tandis que le monstre d'armoire imposant de Thor Johnson représente les peurs sociétales sous une forme grotesque. Bela Lugosi apparaît et disparaît, délivrant des monologues menaçants, sa présence autrefois majestueuse conférant une gravité inquiétante. Les critiques ont vilipendé sa structure décousue et ses performances rigides, mais les historiens queer le saluent maintenant comme pionnier, l'un des premiers récits trans sympathiques au cinéma. Les rétrospectives annuelles au festival LGBTQ+, célèbrent son audace DIY, présentant Wood non pas comme un amateur, mais comme un auteur audacieux qui a refusé de se cacher. Aujourd'hui, Glenn ou Glenda occupe une niche paradoxale, à la fois moqué pour ses échecs kitsch et vénéré pour son plaidoyer sincère, un témoignage que l'authenticité peut résonner longtemps après que le vernis s'est estompé. Bedtime for Bonzo, 1951. Imaginez un futur président échangeant des dossiers politiques contre des pitreries de primates. C'est Ronald Reagan dans Bedtime for Bonzo, une comédie artificielle où un professeur de psychologie adopte Bonzo le chimpanzé pour trancher le débat entre l'inné et l'acquis. Réalisé par Fred de Cordova, Universal Pictures capitalisa sur son gadget, promouvant Bonzo comme la co-star de Reagan dans des articles de magazines et actualités cinématographiques. Le chaos en coulisses, les crises de colère des chimpanzés, le mobilier cassé et les dresseurs brandissant des sacs remplis de friandises ont transformé les séances de tournage en sessions nocturnes épuisantes. Reagan, toujours professionnel, continua malgré les pots de bananes et le vrai bazar simiesque, tandis que Diana Lynn tentait en vain d'apporter de la grâce en tant qu'intérêt amoureux en manteau et cravate. Les critiques ont fustigé sa fabrication artificielle et les interactions rigides de Reagan avec sa co-vedette simiesque, et pourtant le public afflua aux matinées, charmé par l'absurde. Prémisse. Le film a engendré une suite qui a bizarrement remplacé Reagan, mais a gardé Bonzo, soulignant la croyance d'Hollywood qu'un singe pouvait attirer plus qu'un futur président. Aujourd'hui, Bedtime for Bonzo est étudié dans les écoles de cinéma comme une étude de cas sur l'exploitation des animaux talentueux et les valeurs familiales des années 1950, ces scènes burlesques provoquant encore des rires et de l'incrédulité à parts égales. Cela reste une relique nostalgique, une capsule temporelle d'innocence et d'absurdité réunie en un seul paquet poilu. Attack of the 50-Foot Woman, 1958. Peu d'images brûlent la rétine comme une héritière imposante traversant des voitures en miniature. Alison Hayes dans le rôle de Nancy Archer, irradiée par des rayons extraterrestres, grandit jusqu'à des proportions titanesques dans l'une des sorties de science-fiction les plus kitsch de la décennie. Réalisé par Nathan Ash Duran avec un budget modeste de moins de 100 000, Attack of the 50-Foot Woman mélange DIY, ingéniosité, photographie à écran divisé, accessoires surdimensionnés et décors peints à la main avec une véritable morsure thématique. La fureur de Nancy concerne autant le pouvoir cosmique qu'elle est une fable féministe. Trahie par son mari infidèle, Mary, elle utilise sa nouvelle puissance pour renverser les structures patriarcales, une petite voiture à la fois. Hors caméra, l'équipe se souvient des tournages extérieurs brûlants sous un soleil impitoyable, Hayes alternant entre une allure de déesse et une voix grave. Fureur. Les critiques de l'époque l'ont rejeté comme un déchet sensationnaliste, mais plus tard, les critiques féministes l'ont revendiqué, citant la vengeance de Nancy comme un spectacle proto-féministe. Ces images iconiques en bikini ont inspiré d'innombrables hommages dans les clips musicaux et les films de genre, et les rétrospectives modernes à la place.
Parmi les symboles les plus durables du film de science-fiction devenu culte, les ciné-clubs populaires célèbrent ces contradictions, des effets bon marché mariés à des idées audacieuses, prouvant que la créativité peut surpasser l'argent lorsque le scénario ose rêver grand. Catwoman of the Moon, 1953. Les femmes-chats de la Lune nous attirent dans une expédition lunaire dangereuse où les équipages rencontrent d'une civilisation cachée de séduisantes, télépathiques, Catwoman, réalisé par Arthur Hilton et mettant en vedette l'une des premières partitions de science-fiction d'Elmer Bernstein, mal orthographiée dans le générique comme Bernstein, le film met en scène Sonny Tufts et Mary Windsor se déplaçant dans des costumes à imprimer léopard agrafés à des robes en nylon. L'un des premiers films en 3D en écran large, il exploitait un montage rapide et des gros plans exagérés pour provoquer des palpitations, frissons. Mais les costumes et les décors révèlent leurs origines de magasins d'occasion à chaque détour. Les critiques ont décrié son récit superficiel et son jeu d'acteur exagéré. Pourtant, les Noctambules ont transformé son attrait kitsch en un phénomène culte. L'idée de guerrières amazoniennes lunaires sifflant et séduisant des astronautes s'est avérée irrésistible dans les cinémas drive-in. Ses accents orchestraux jazzy pulsent sous chaque scène et l'audace du film, mêlant voyage spatial, romance et horreur pulp, cimente sa place dans l'histoire du genre. Aujourd'hui, Catwoman of the Moon est célébrée dans les festivals de cinéma rétro où le public applaudit chaque embuscade féline, prouvant que des intrigues audacieuses et des esthétiques de magasins d'occasion peuvent susciter une affection durable. La griffe monstrueuse, 1957. Lorsque Columbia Pictures a décidé de captiver le public avec une menace extraterrestre, elle a libéré la griffe monstrueuse, une créature qui est devenue malgré elle synonyme des effets spéciaux les plus glorieusement ineptes d'Hollywood, réalisé par le vétéran artisan des films de série B Fred F. Sears et produit sous le régime soucieux des coûts de Sam Katzman. Le film met en vedette Jeff Morrow dans le rôle du docteur Jamie Ross, un scientifique qui est témoin d'une terreur aviaire gigantesque dont l'envergure dépasse les horizons urbains, et Mara Corday dans le rôle de Nikki Carlton, dont la performance de jazz dans un nightclub contraste ironiquement avec les images d'actualité frénétique de l'assaut. Bait. Malgré un budget modeste à peine 6 chiffres, dérisoire même par rapport aux normes des années 1950, la production a beaucoup investi pour sculpter une monstruosité en papier mâché qui s'est avérée trop peu maniable pour être crédible. Les spectateurs ont d'abord aperçu la créature dans des cieux peints en ombrage, où une tête de marionnette à main battait des ailes sur des ficelles, provoquant à la fois des rires et stupeur. Alors que des avions de chasse tentent d'intercepter le colosse, le décalage entre les images d'action réelle des jets et la tête d'oiseau décidément immobile sort les spectateurs de l'immersion cinématographique. Sam Katzman, connu pour produire des séries et des films B rapidement réalisés, a donné le feu vert au projet après avoir remarqué l'appétit du public pour les films de créatures, stimulé par le monstre des temps perdus. Bien que l'approche de Katzman ait privilégié la rapidité plutôt que l'envergure, il a quand même ordonné un tournage en extérieur dans un petit aérodrome pour capturer des séquences réalistes de jets en payant des pilotes locaux pour piloter des avions de chasse F-86 Vintage pendant moins d'une semaine de tournage. Le scénario, crédité à Robert Kent sous un pseudonyme, met l'accent sur les gros titres des journaux et les bulletins radieux pour masquer des séquences de monstres à moindre coût, entrecoupant des images d'archives authentiques de convois militaires avec des scènes de civils terrifiés fuyant des rues décrépites. La décision la plus célèbre du studio est venue lorsque les dirigeants, mécontents de la présence décevante de la marionnette, ont filmé une silhouette animée du monstre superposée à des images de démolition. Un effet si brusque que certains exemplaires présentent à la fois la marionnette et l'oiseau de dessin animé décapitant des lampadaires dans la même séquence. Jeff Morrow, qui avait gravi les échelons dans les westerns de Republic Pictures, apporte un sérieux stoïque aux réflexions scientifiques de Ross. Dans des interviews, il a admis être déconcerté par la gigantesque marionnette, ne sachant pas s'il devait s'adresser à elle ou au décor vide. Mara Corday, ancienne chanteuse et modèle pin-up, se retrouva cantonnée dans des films de série B de science-fiction. Ces scènes de nightclub restent le seul moment où le film fait une pause pour une véritable performance musicale, avec un saxophone sensuel, solo. La partition du compositeur Misha Bakalanikov, enregistrée en une seule séance l'après-midi, alterne entre des motifs de marche de guerre et des pistes cuivrées rappelant les bandes annonces de journaux. Les critiques ont fustigé The Giant Claw comme un fiasco, à tel point que Variety a plaisanté en disant que c'était le monstre le plus paresseux du monde. Pourtant, dans les années 1970, les programmateurs de films de minuit et les spectateurs de Mystery Science Theater 3000 l'ont élevé au rang d'art culte, célébrant chaque plume vacillante et chaque tentative maladroite de véritable terreur. Aujourd'hui, original.
Les cartes publicitaires atteignent des prix de collection, et les forums de fans dissèquent chaque bévue avec un humour affectueux, prouvant que le charme réside souvent dans les faux pas cinématographiques plutôt que perfection. Teenage Caveman, 1958. Émergeant des canyons brûlés par le soleil d'un futur post-apocalyptique, Teenage Caveman présente une vision austère de l'humanité, poussée à son primordial, à racine. Produit par Bertram Gordon, bientôt surnommé Monsieur Big, et réalisé par Ginesse Lear Spencer. Le film met en vedette Grant Williams dans le rôle de Tumac, un jeune courageux dont la curiosité le pousse au-delà des frontières tribales dans des ruines interdites. Gordon, célèbre pour réutiliser des séquences d'archives, intègre des volcans en éruption et des images d'explosions nucléaires dans son récit, tandis que les décors peints à la main et les rares huttes tribales construites en bois vieilli et en paillasson évoquent un monde ravagé par des cataclysmes invisibles. Tourné sur place dans les canyons désertiques de l'Arizona pour moins de 120 000 $, l'équipe a lutté sous un soleil implacable et des tempêtes de vent persistantes qui dispersaient le sable du département artistique sur le plateau. Le réalisateur Spencer, anciennement directeur de la photographie, a expérimenté des prises de vue en contre-plongée pour amplifier les ombres de l'adolescent contre des horizons blanchis, créant par inadvertance certaines des images de série B les plus envoûtantes de la décennie. Grant Williams, fraîchement sorti de son rôle dans The Incredible Shrinking Man, a effectué la plupart de ses propres cascades, escaladant des rebords rocheux précaires sans doublure, son pagne en cuir se déplaçant à chaque pas prudent. La musique de Leigh Baxter, enregistrée lors d'une session marathon, mêle des tambours tribaux à des impulsions éthérées de Térémine, soulignant la quête de Tumac d'une manière outer-worldly. Urgence. Le scénario, attribué à Lou Morheim sous un pseudonyme, tisse une allégorie de la guerre froide à travers son intrigue simple. Les ruines technologiques du passé cachent des périls qui diffusent la mort en vagues de radiation, reflétant le danger nucléaire de la société. Anxiété. Après une brève diffusion dans des cinéparcs régionaux, Variety l'a rejeté comme des balivernes juvéniles, et les critiques grand public ont principalement ignoré sa sortie. Pourtant, dans le cadre de programmes double variés, sa durée brève et son ton sincère ont conquis les adolescents avides de futurisme. Frisson. Redécouvert à la fin des années 1970 par des conservateurs de films, Teenage Caveman a refait surface à la télévision tard dans la nuit et lors de projections Revival Grindhouse, où les spectateurs modernes ont embrassé son austère, minimalisme et profondeur philosophique involontaire. Les universitaires du cinéma le considèrent maintenant comme un ancêtre primitif des classiques dystopiques ultérieurs, soulignant la créativité ingénieuse de Gordon face aux contraintes budgétaires. Aujourd'hui, il perdure à la fois comme une curiosité historique et un témoignage de la puissance brute de l'imagination à petit budget, ses copies rayées en 16 mm chéries lors de rétrospectives de science-fiction et de projections underground. La fiancée du gorille, 1951. La fiancée du gorille de Kurt Siodmak se déroule dans une propriété isolée d'Amérique centrale, où la passion, la trahison et le vaudou se heurtent sous une lune argentée de cinéma. Raymond Burr, des années avant sa renommée avec Perry Mason, joue le rôle de Link, un directeur de plantation dont l'infidélité libère une malédiction ancestrale qui le transforme en gorille sauvage à chaque pleine lune, tandis que Barbara Payton incarne la beauté condamnée Dolores, déchirée entre l'amour et terreur. Le co-vedette Lon Chaney Jr. apporte une menace subtile en tant que Dr Vladimir, le praticien sombre qui révèle les sombres secrets de l'île à travers des rituels chuchotés et vacillants. Torchère. Tournée dans les studios de Universal pour moins de 200 000 $, la production a recyclé le feuillage de jungle et utilisé des cycloramas peints pour évoquer les nuits tropicales avec des planchers de scène humides d'eau vaporisée pour simuler la terre humide de rosée. Dans les coulisses, les tensions étaient élevées. Payton s'est disputé avec Siodmak sur les motivations de son personnage, et Burr a pratiqué des grognements gutturaux dans les zoos locaux pour saisir une résonance de primates authentiques. La légende du maquillage Jack Pierce, célèbre pour le monstre de Frankenstein, a contribué avec des techniques prothétiques à la transformation de Link, bien qu'il ait plaisanté plus tard en disant que le masque de gorille était si mal ajusté qu'il pouvait à peine voir ses co-vedettes. Le compositeur Robert Newman a superposé des bongos et des tambours cliquetants sous un chœur chantant, rehaussant ainsi le vaudou du film, Aura. Malgré les critiques dénonçant son changement de ton, passant de mélodrame grandiloquent à l'horreur pulp, les cinéparcs du Sud ont embrassé sa promesse provocante, et La fiancée du gorille a prospéré en tant que double programme, un incontournable. Dans les années 1970, les programmateurs de Grindhouse ont ressuscité ces copies, remplissant les cinémas avec des spectateurs avides de voir la transformation tragique de Burr et les supplications en larmes de Payton.
Les spécialistes modernes du genre analysent son mélange de passion humaine et d'horreur surnaturelle comme un hybride unique. Hill, notant son influence sur les films de métamorphose ultérieure et son commentaire sur le désir incontrôlé. Aujourd'hui, ces affiches de Hall se vendent à prix élevés et les conventions d'horreur organisent des panels pour disséquer son histoire de production. Bien qu'il n'ait jamais été un triomphe grand public, Bride of the Gorilla perdure comme une bizarrerie poétique où la métamorphose primordiale et l'intrigue coloniale se fondent en une relique cinématographique envoûtante. King Dinosaur, 1955. Dans King Dinosaur, le réalisateur débutant Baird W. Gordon, bientôt surnommé Monsieur B.I.G., crée une aventure préhistorique inoubliable qui triomphe par son audace plutôt que par ses moyens. William Bryant dirige une expédition scientifique intrépide vers une île perdue, guidée par la narration inquiétante de Mervyn Miller, où des reptiles anciens que l'on croyait disparus rôdent parmi des tribus primitives. Gordon, produisant, réalisant et écrivant sous le pseudonyme Gordon Maxwell, a financé le projet avec un budget restreint de moins de 15 000 $, réutilisation de costumes de lézards prêts à l'emploi et de décors en plâtre peints à la main pour simuler un paysage du Crétacé. Des figurants se précipitaient dans des costumes de dinosaures mal ajustés, tandis que des fougères communes et des configurations de perspectives forcées tentaient de vendre l'illusion de l'échelle. La cascade la plus légendaire du film impliquait Gordon suspendant un costume en caoutchouc de brontosaure via des tiges en aluminium à quelques centimètres de l'objectif de la caméra, un effet qui révélait par inadvertance les supports, mais offrait néanmoins des rugissements en gros plans inoubliables. Le compositeur Henry Mancini, au début de sa carrière, a écrit une partition animée qui alternait entre des fanfares cuivrées et entraînantes et des rythmes de tambours tribaux, insufflant un dynamisme surprenant à ce spectacle à petit budget. Le directeur de la photographie Roger Webb a masqué l'artifice évident avec un cadrage serré, bien que l'arbre vacillant occasionnel rompe le charme. À l'époque, les critiques ont rejeté King Dinosaur comme une curiosité mal finie. Variety l'a qualifié de kitsch préhistorique, mais le public des cinéparcs a apprécié son charme sans complexe. Le film a récupéré son budget en quelques mois, encourageant les futures incursions de Gordon dans les créatures caractéristiques. Dans les années 1980, Mystery Science Theater 3000 l'a ressuscité avec affection. Moquerie, renforçant son héritage parmi les aficionados des mauvais films. Aujourd'hui, King Dinosaur est étudié dans les écoles de cinéma comme un exemple de style guérilla, la réalisation de films, un projet dont les tactiques d'économie ont favorisé des solutions inventives plutôt que de les freiner. Les collectionneurs apprécient ces affiches de cinéma originales. L'art des fans représente ses antagonistes lézards géants, et les rétrospectives annuelles honorent la conviction de Gordon qu'aucun budget n'est trop petit pour libérer l'imagination cinématographique. The Killer Shrews, 1959. À la suite du succès de The Giant Gila Monster, le producteur Bill Cox et le réalisateur Ray Krantz se sont retirés dans un ranch de l'ouest du Texas pour filmer The Killer Shrews, un hybride d'horreur et de comédie où un ouragan isole un groupe de survivants sur une île infestée de musaraignes voraces et génétiquement modifiées. James Logan incarne le shérif Cooper, dont le leadership pragmatique contraste nettement avec la cacophonie de grincements émis par des costumes de musaraignes, évoquant des Muppets assemblés à partir de prototypes de jouets en peluche et de fourrures dépareillées. Des plaques. Anne Wright, interprétée par Ingrid Go, offre un contraste élégant, son calme accentuant la tension, alors que les créatures grignotent à la porte de la cabane. Cadre. Avec un budget inférieur à 100 000 $, l'équipe a tourné en parallèle avec The Giant Gila Monster, en recyclant le feuillage de jungle et des éléments de décor pour maximiser chaque dollar. Le maquilleur William Tuttle, fraîchement arrivé de l'unité des monstres de Universal, a conçu des museaux en latex rudimentaires qui ont fondu sous les lumières intenses du studio, obligeant à des reshoots de dernière minute pour traiter les musaraignes comme des accessoires statiques manipulés par des lignes de pêche. La bande-son rythmée de les Baxter, ponctuée de bruits d'os et de tambours tribaux, souligne chaque mouvement précipité, tandis que les effets sonores pratiques de rongeurs couinants broient les rouages de l'épouvante cinématographique. Au début, les critiques ont ridiculisé son rythme lent. Le Hollywood Reporter a plaisanté en disant que les musaraignes se déplacent avec toute la vitesse et la menace de « somnolente ». Hamster. Mais les cinéparcs du Sud et du Midwest ont adopté ces sensations kitsch, affichant complet lors de projections doubles. L'affiche criarde du film, ornée de crocs menaçants et de visages paniqués, est devenue un objet de collection, marque de fabrique. En 1998, Mystery Science Theater 3000 a tourné en dérision chaque faux pas, présentant ses terreurs floues à une nouvelle génération. Aujourd'hui, The Killer Shrews fait l'objet de célébrations annuelles, de projections de minuit, lors de conventions de genre, où les fans portent d'énormes oreilles de rongeurs et réénactent des scènes de poursuites emblématiques.
les universitaires louent son ingéniosité inventive, notant comment les contraintes budgétaires ont stimulé des solutions créatives qui restent dans S, instructives pour les cinéastes indépendants. Bien que ces musaraignes n'inspirent jamais une terreur véritable, leur héritage perdure à travers des parodies affectueuses, et l'esprit inébranlable du film, preuve qu'une poignée de fourrure, 50 centimes de latex et une conviction véritable peuvent encore offrir des frayeurs mémorables. Le géant Gila Monster, 1959. Sur le fond poussiéreux du Texas rural, le géant Gila Monster présente un reptile colossal dont la menace écailleuse menace la tranquillité d'une petite ville, transformant un havre ordinaire pour Hot Roads en champ de bataille pour la survie. Réalisé par Ray Kellogg et produit par Ken Curtis, le film met en vedette Don Sullivan dans le rôle de Mitch Heller, l'intrépide fanatique de mécanique dont le V8 rugissant devient la meilleure arme de l'humanité contre le lézard perlé. Le shérif Martin, joué par Lynn Lemay, rallie les adjoints locaux pour affronter le « créature », tandis que la décision de Kellogg de filmer sur place parmi les buissons de mesquite cache en partie un lézard perlé mexicain vivant dans des décors surdimensionnés. Le directeur de la photographie Gordon Avell a combiné des gros plans serrés du lézard avec des répliques miniatures de la ville, bien qu'un éclairage mal assorti trahisse parfois l'illusion. La bande originale dépouillée de Ronald Stein, dominée par la guitare, soutient les scènes de poursuite avec des riffs inquiétants, et les séquences de Theremin ajoutent une étrangeté surnaturelle. Fulton White, l'homme chargé de gérer le lézard vivant, se souvenait de l'avoir encouragé à avancer avec des bâtons trempés dans du sucre, seulement pour être contrecarré par des oiseaux égarés et des variations soudaines de température qui faisaient fuir la créature hors de la caméra. Lors de sa sortie en 1959, les critiques ont déploré son intrigue prévisible. Film Daily a fait remarquer qu'il avance à un rythme plus lent que son monstre titulaire. Pourtant, les spectateurs des drive-in affluèrent pour assister à sa terreur aux écailles de caoutchouc. Après être tombé dans l'oubli, une copie usée ressurgit dans les années 1970, attirant l'attention des producteurs de Mystery Science Theater 3000, qui l'ont présenté dans la saison 16, transformant ses défauts en comédie. Or, cette renaissance a alimenté une résurgence culte. Les cinéphiles se sont précipités aux séances de minuit et aux salles de cinéma de répertoire usées, célébrant l'esprit de débrouillardise du film. Aujourd'hui, The Giant Gila Monster attire l'attention des chercheurs pour son sous-texte éco-horreur, un récit édifiant sur l'empiètement humain réveillant les anciens prédateurs de la nature, et son influence sur les films de créatures ultérieures. Les collectionneurs recherchent les affiches originales, et les blogs de fans décortiquent ses photos de production, admirant la capacité de Kellogg à évoquer la terreur avec un minimum de signifie. Plus qu'une simple curiosité de série B, il se dresse comme un témoignage du cinéma ingénieux. Une histoire qui prouve que la terreur peut prospérer même avec les outils les plus modestes. Nom de cette terre, 1957. Le premier film sobre de Roger Corman, Nom de cette terre, annonçait une nouvelle ère de films d'horreur de science-fiction économique, en présentant aux spectateurs un émissaire extraterrestre qui se fond dans une petite ville américaine, tout en récoltant du sang humain pour son mourant. Monde. Avec un budget réduit à moins de 100 000 $ et un calendrier de tournage compressé en 4 jours intenses, Corman a écrit, réalisé et produit depuis son modeste bureau, en choisissant Paul Birch pour le rôle glaçant du mystérieux Monsieur Johnson et son double scientifique, le Dr Edgar Raymond. Beverly Garland ancre le film dans le rôle de Nadine, une administratrice d'hôpital déterminée dont l'empathie s'oppose à la froide logique de Johnson, tandis que Morgan Jones, en tant que détective Wilton, apporte un aspect procédural en découvrant la véritable nature de l'émissaire. But, le chef décorateur Joseph Macmillan Johnson a récupéré des décors existants de divers plateaux de tournage universels, drapant les couloirs d'ombre profonde pour masquer les lacunes budgétaires, et le directeur de la photographie Floyd Crosby a exploité l'éclairage en clair-obscur pour insuffler même aux intérieurs stériles une sensation de peur rampante. Les motifs de piano discordants du compositeur Fred Katz ponctuent chaque moment de suspense, tandis que les tirs de laser rudimentaires de Core, simples éclairs filtrés à travers du verre coloré, réduisent avec une surprenante élégance les murs de l'hôpital en débris de papier mâché. Le distributeur American International Pictures a commercialisé le film avec des affiches sensationnelles arborant « La Terre sous Alien »,« Siège » et diffusait des spots radio avec des cris à glacer le sang, attirant les adolescents dans des nocturnes. Projection. Bien que The Hollywood Reporter ait initialement loué la performance de Garland, mais déploré les motivations elliptiques du scénario, Variety a reconnu la capacité de Corman à extraire un véritable suspense à partir de moyens minimaux. Signifie. Le film a évité les grandes salles de première diffusion, prospérant plutôt dans les drive-ins et la syndication télévisée nocturne, où son rythme effréné et son frisson existentiel ont captivé le public.
Son succès a engendré 2 remakes à petit budget en 1988 et 1995, mais aucun n'a retrouvé la puissance brute de l'original. Corman a ensuite réfléchi que la production rapide du film a cimenté sa philosophie. Si vous avez une caméra, filmez. Peu importe si c'est 1 million de pieds en journée. Son approche a influencé une génération de cinéastes indépendants, et Not of This Earth est conservé à la Bibliothèque du Congrès en tant que culturel artefact. Les projections mensuelles et les cours dans les écoles de cinéma continuent d'analyser son artisanat économique, soulignant une vérité intemporelle. La vision et la verve peuvent surpasser n'importe quel vide dans le budget, et parfois les terreurs les plus troublantes sont celles suggérées par l'ombre plutôt que par le spectacle.